Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Ça y est, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques tire à sa fin. Céline a chanté, toutes les cases sont cochées. Je souhaitais faire un petit retour en arrière. On parle avec Gilles Laporte, qui est conférencier et historien des Jeux olympiques. C'est bien ça? C'est votre expertise? Je savais pas que ça existait. Je vous découvre avec ravissement. Je suis très intéressé, évidemment, par... Bon, la France, actuellement, vit une situation politique un peu particulière, mais dans l'histoire, justement, la politique, les polémiques, comment est-ce que tout ça interagit, justement, avec les Jeux qui, eux, restent pratiquement, je sais pas si c'est une constante, mais quelque chose là qui, tous les 2 ans, finalement, en alternance, là, se produisent aux 4 coins de la planète. Racontez-nous peut-être quelques faits saillants là, depuis la fondation de cet événement mondial, M. Laporte. Oui, bonjour. Quelle ironie, parce que dès le départ, le baron Pierre de Coubertin avait fondé des Jeux justement afin d'en exclure le caractère politique et polémique, une grande fête du sport, de la jeunesse. Lorsqu'il fonde les premiers Jeux en 1896, ça fait plus d'un siècle, il souhaite à ce moment-là raccommoder les peuples qui se préparent à célébrer, à s'affronter lors de la Première Guerre mondiale, et si bien que il invite Russes, Allemands, Français, Européens, parce qu'au départ ça ne concerne qu'eux, à des premiers Jeux qui ont lieu à Athènes en 1896. Mais passons vite parce que les premiers Jeux passent pratiquement comme un épiphénomène là. Ça a à peu près l'ampleur d'un tournoi Pee-wee de baseball parce que ça se tient toujours en marge d'un autre événement, une exposition internationale, un autre tournoi. Par exemple, à Saint-Louis, en 1904, les Jeux commémorent la centenaire de l'annexion de la Louisiane par les Américains. Mais quand même, Étienne Desmarteau, un policier de Montréal, remporte une médaille d'or au lancer du poids de 15 livres. Après ça, bien sûr, je pense que les gens sont courants, ça concerne d'abord et avant tout les Jeux de Berlin en 1936. Là, ça a été évidemment la récupération politique par Adolf Hitler, le régime nazi. À ce moment-là, les Jeux prennent une visibilité mondiale. Il y a un film qui est réalisé. Ça va pas aussi passer dans les tout premiers postes de télévision. Et à ce moment-là, on peut dire qu'avec le Führer Adolf Hitler, la récupération des Jeux olympiques par la politique est désormais enclenchée. Ensuite, ça ne va faire qu'augmenter. Ouais, donc le rêve de Coubertin était peut-être un peu naïf là, à la fin du 19e siècle. Et puis il y a eu ensuite, donc là, le régime nazi était assez particulier, mais dans la guerre froide, puis dans ce qui a suivi, là, il y a eu quand même de part et d'autre là, des tentatives, vous avez appelé ça de la récupération, mais des tentatives d'influencer finalement l'autre moitié du monde, on pourrait dire, à travers le sport, à travers les Jeux olympiques. Pouvez-vous nous raconter un petit peu justement la période guerre froide, sortie de la guerre froide, là, comment justement les Jeux se sont produits pendant cette période assez singulière de l'histoire récente? Parfois, ils ne se produisent pas. Les Jeux censés empêcher les guerres ne les ont pas empêchés. Les Jeux ont été interrompus durant la Première Guerre mondiale, puis une seconde fois durant la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, les Jeux de 1940 étaient censés se dérouler à Tokyo. Bon, ils ont eu un autre feu d'artifice là-bas, mais ce qui est sûr, c'est que la guerre froide va être effectivement, au moins pour 50 ans, rythmer les jeux de boycottage. On pense par exemple, il y a l'entrée discrète des femmes, qui est inaugurée d'ailleurs par le Bloc de l'Est. Ce sont les premiers partis communistes à envoyer massivement des femmes pour célébrer la femme prolétarienne ouvrière qui participe aussi aux Jeux. C'est un bon coup de leur part. Ils participent aussi aux Jeux d'Helsinki en 1952. Et progressivement, on voit des pays comme l'Afrique noire apparaître. En 1960, aux Jeux de Rome, on double pratiquement le nombre de pays participants parce que tous les pays récemment devenus indépendants participent désormais aux Jeux. Alors, c'est l'entrée du tiers-monde dans le ronde des pays olympiques. Très intéressant. Bien sûr, on pense au boycott. Oui, voilà, j'allais vous interpeller sur les boycotts, justement, parce qu'il y a aussi des pays qui ont fait valoir comme d'un refus de participer aux Jeux pour différentes raisons, là. Soit ils ont été exclus, comme par exemple l'Allemagne et le Japon aux Jeux de Londres, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit ils se sont auto-boycottés, c'est-à-dire qu'ils ont refusé d'envoyer des athlètes. Les plus célèbres, je pense qu'on peut... d'abord, la tendance est inaugurée beaucoup aux Jeux de Montréal en 1976. On se souvient là, du déficit record de 1,5 milliard, mais n'oublions pas que ce fut aussi le moment où pas moins de 30 pays africains ont boycotté les Jeux de Montréal pour contester la présence de la Nouvelle-Zélande qui avait disputé un match contre l'Afrique
du Sud. Et ensuite, c'est parti. Les Jeux suivants à Moscou en 1980, c'était le boycottage de pratiquement tous les pays occidentaux pour dénoncer l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Boycott les 4 ans plus tard, lors des les Jeux de Los Angeles, que les Russes et le bloc de l'Est boycottent pour dénoncer le boycott qu'ils avaient suivi quelques années plus tôt. Les questions de guerre froide et tout le reste finissent par devenir aussi la course aux médailles. Qui va arriver en tête entre le bloc capitaliste et le bloc communiste? Les Soviétiques s'installent pendant bon nombre de jeux en tête des classements des médailles. On le sait, et va éclater au début du 21e siècle, dis-je, notamment lors des Jeux, c'est le Séoul notamment, le dopage. Le dopage va devenir la grande vedette des compétitions au début du 21e siècle, tristement célèbre à cause du cas Ben Johnson, un sprinter canadien qui était dans un contexte dramatique et spectaculaire, privé de sa médaille d'or aux 100 mètres. Puis ensuite, la question du dopage va ponctuer malheureusement à peu près tous les Jeux depuis ce temps-là, notamment à Barcelone et jusqu'à Sydney. Je terminerai peut-être cet échange justement parce que c'était une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Là, il y a cette histoire de dopage là, qui revient et les Américains semblent... Et là, on sent bien qu'il y a un peu de politique sous roche. Là. Les Américains semblent insatisfaits du traitement que les organisateurs mondiaux et le comité antidopage mondial fait de l'utilisation, alléguée là, de dopants par les Chinois, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'on doit faire de tout ça? C'est vraiment de la politique ou il y a un peu de fond à cette affaire? Est-ce que le comité international olympique serait corrompu par les Chinois? J'ai de la misère à saisir là, de quoi il en ressort cette histoire-là. Très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les enjeux sociétaux. Dopage, parties truquées. C'est notamment aux Jeux de Rio que ça s'est produit, là, des matchs de soccer qui ont été, qui sont joués autour d'une table de poker, on dirait. Ensuite, la question des transgenres, qui va se poser probablement, même sûrement à Paris, dans les prochains jours. Ces enjeux que j'appelle sociétaux, ils ont nécessairement une couleur politique. Depuis les Jeux de Berlin, tous les Jeux sont teintés soit de rivalité politique pour savoir qui va gagner des médailles, soit afin de faire un spectacle qui célèbre sa culture et son mode de vie. Pensez par exemple aux Jeux de Pékin qui ont été une grande célébration du régime. On l'a vu aujourd'hui, les cérémonies d'ouverture à Paris ont pris une couleur très transgenre, très woke, si je peux me permettre, parce qu'il y a un projet politique derrière ça, d'émancipation des minorités opprimées. Alors, ça fait que derrière cela, parce que derrière cela, c'est des enjeux tels que le nombre de médailles, l'impression que ce spectacle va laisser des centaines de millions de téléspectateurs, si bien que derrière cela se joue une partie politique. Vous parlez du cas du dopage, l'équipe de Chine. Parlons d'abord de l'équipe de Russie, qui a été bannie de toutes les compétitions olympiques depuis les Jeux, de Barcelone. Et en ce sens, ils peuvent se présenter comme athlètes indépendants, mais la délégation russe, désormais, a été interdite des Jeux. Va-t-on vers un profil analogue pour la Chine? Je dirais que la récupération politique des Jeux, c'est-à-dire l'utilisation de cette grande tribune télévisuelle, parce que c'est ce que c'est, une grande tribune sportive, est plus intense que jamais. Et on peut s'attendre pratiquement, des prochains jours, à pratiquement chaque jour, une polémique va surgir. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va percoler? Est-ce qu'elle va rester dans les livres d'histoire? On s'en reparlera dans 15 jours. Gilles Laporte, je rappelle que vous êtes conférencier historien. Dans 15 jours, c'est un rendez-vous. Je dois vous quitter parce qu'on va parler maintenant de la traversée du lac Saint-Jean avec notre prochain invité. Merci d'avoir été à l'émission avec nous et à dans 15 jours, on se le dit tout de suite. Grand plaisir.